Très rapidement, tout à l'heure, Marc Bérard a utilisé un mot presque grossier, mais qui me tient particulièrement à cœur, c'est la hiérarchie des normes. Alors, pour cette dernière petite intervention, je vous propose tout simplement de remonter, on n'a pas fait forcément les choses dans l'ordre, de remonter au-dessus du PLH, au-dessus du PLU, au-dessus même du SCOT, parce qu'il y a quand même quelque chose au-dessus du SCOT, il y a beaucoup de choses au-dessus du SCOT, pour en arriver à quelque chose que vous connaissez tous, que vous croyez tous connaître, que nous croyons tous connaître, et qui est une énorme contrainte, et qui est aussi un énorme potentiel, c'est la fameuse loi littorale. Et vous savez qu'il y a en France, sur tout le territoire, il y a 2 lois d'airain, si l'on peut dire. D'airain ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas être légèrement ajustées. On en dira peut-être un mot sur la loi Elan tout à l'heure. Il y a 2 lois d'airain qui marquent très fortement, avec des contraintes très fortes, 2 parties spécifiques du territoire français, et donc qui nous touchent au Pays Basque, la loi littorale et la loi montagne. On est sur la côte, donc un mot sur la loi littorale. Il faut savoir que cette loi de 86, qui est codifiée aujourd'hui au Code de l'urbanisme, qui finalement a été assez peu modifiée ou vraiment à la marge, elle est vraiment une contrainte très forte. Mais comme tout texte qui impose des contraintes, il faut bien avoir conscience, son objectif primordial, et les élus on ne doit jamais l'oublier, c'est d'assurer la préservation de notre littoral, la préservation de l'ensemble des composantes du littoral. Alors évidemment, ça impacte la construction, le logement, mais ça concerne bien évidemment le trait de côte, les espaces naturels. C'est vraiment fondamental. Alors quelques mots juste rapides d'explication. Cette loi littorale, pourquoi j'ai dit qu'elle était tout en haut de la hiérarchie des normes. Sa spécificité, tout d'abord, c'est évidemment de s'appliquer sur les communes littorales. Chez nous, c'est toutes celles qui ont une ouverture sur le littoral ou sur une partie de l'embouchure de la Dour. Une spécificité qui parfois n'est pas comprise. Lorsqu'elle s'applique sur une commune littorale, elle s'applique sur l'intégralité du territoire littoral. C'est pourquoi il est parfois difficile d'expliquer à Urugne, notamment, que quand on est à 900 mètres en haut de la Rhune, eh bien, la loi littorale, elle s'applique. Eh oui, c'est comme ça. Ça peut paraître invraisemblable. C'est peut-être un jour, d'ailleurs, une possibilité d'assouplissement qui serait peut-être pas complètement idiote. Aujourd'hui, ça s'impose sur l'ensemble du territoire, de la commune littorale. En gros, c'est à la fois simple et complexe. La loi littorale, elle définit plusieurs niveaux de protection. Et vous les connaissez, vous en avez tous entendu parler, même si vous n'êtes pas élus, même si vous n'êtes pas des acteurs directement de la construction. Il y a la fameuse bande littorale des 100 mètres. Elle est, pour ainsi dire, sanctuarisée, beaucoup plus chez nous sur l'Atlantique que sur la Côte d'Azur ou en Corse, vous l'imaginez bien. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les espaces proches du rivage. Définition qui va changer selon le relief, mais qui peut aller jusqu'à parfois 1 km. Là, les règles sont encore extrêmement... Le principe est qu'on ne peut pas construire. Hormis quelques cas particuliers, quelques exceptions, on ne peut pas construire en dehors des zones qui sont déjà agglomérées, c'est-à-dire qui ont une densité d'urbanisation suffisante. Autrement dit, dès que vous sortez du village, du centre-ville ou des quartiers immédiatement périphériques, ou à quelques exceptions près de hameaux suffisamment constitués, il est quasiment impossible de construire et donc d'ouvrir à l'urbanisation à travers nos PLU et donc avant, à travers le SCOT, d'ouvrir de nouveaux territoires à l'urbanisation. Donc s'ils sont pas ouverts à l'urbanisation, ils sont non constructibles. Et puis vous avez ensuite effectivement ce qu'on appelle la partie rétro-littorale de la commune, tout le reste de la commune, où parfois à 4, 5, 11 km, c'est pire en Bretagne avec la côte échancrée, où les gens ne comprennent pas qu'ils soient concernés par la loi littorale. Je parlais tout à l'heure évidemment de l'exemple emblématique d'Urugne. Le principe est le même. Et le même, il est presque aussi fort. En dehors de ces zones agglomérées, là où vous avez déjà une densité d'urbanisation suffisamment forte, il n'est en principe pas possible de construire, sauf à se trouver vraiment en continuité immédiate. Vous voyez bien, c'est à la fois n'autoriser l'urbanisation et donc la construction par la suite que par petites tâches progressives sous le contrôle des élus, puisque ça doit être défini par le SCOT en grandes enveloppes, ça doit être défini par le PLU notamment. Voilà. Et un dernier élément, il y a d'autres notions qui sont importantes, je crois que vous les avez évoquées, c'est des notions notamment de coupure d'urbanisation qui imposent, en plus de préserver, par exemple entre 2 parties déjà urbanisées, des couloirs qui permettent de préserver ensuite les équilibres naturels. Et dernier point, effectivement, qui est aussi assez souvent mal compris, et les élus, ceux qui sont en charge, notamment les maires, le savent en période de révision de PLU, et même en dehors, c'est que cette loi littorale, elle s'impose au-dessus de tous les autres textes. Il n'est donc pas rare qu'un propriétaire ou un promoteur, en général ils sont bien informés, les promoteurs se disent « mais moi je suis sur un territoire, sur une portion de territoire qui est une parcelle qui est classée U ».
urbanisable ou AU, effectivement, et qui va présenter un permis de construire. Et là, boum, même si le PLU l'a ouvert à l'urbanisation, la loi littorale s'impose. Il est de la responsabilité du maire en particulier et de ses services, et le cas échéant des services de l'État, qui sont toujours là, évidemment, en embuscade pour assurer le contrôle de la bonne application de la loi littorale comme de la loi montagne. Effectivement, le maire sera dans l'obligation de refuser. C'est très difficile à expliquer aux propriétaires qui sont dans leurs droits. Et dernière chose, comme toutes les autres règles d'urbanisme, elles ne portent pas, sauf dans le cas exceptionnel, bien évidemment, de l'expropriation, mais qui n'est pas en jeu ce soir, elles ne portent pas atteinte au droit de propriété en tant que tel. En revanche, l'essence même de toutes les règles d'urbanisme, du SCOT, passant par la loi littorale jusqu'au PLU, c'est évidemment de réduire ou de contraindre les droits à construire. Et ça aussi, c'est très difficile au quotidien d'expliquer qu'on ne va pas toucher à votre droit de propriété et qu'effectivement, il y a des règles au nom de l'intérêt général qui sont là pour contraindre, encadrer et parfois réduire aussi vos droits à construire. Voilà, vous compreniez aussi les enjeux, notamment pour les élus et en particulier pour les maires qui sont obligés de recevoir des dizaines, des centaines de demandes chaque jour au quotidien. Voilà. Merci Manu pour cet éclairage sur la contrainte.